Mesdames et messieurs, bonjour, chers étudiants, chères étudiantes. Aujourd'hui, nous allons présenter un aperçu historique autour de la communication. Comment la communication a-t-elle évolué à travers le temps? Alors, depuis la naissance de l'homme, la communication se réalisait au moyen du langage. Qu'est-ce que vous entendez par le mot langage? Le langage, c'est un système de signes vocaux et gestuels. On peut appuyer la communication et son apogée avec la création de l'imprimerie en 1454 avec l'allemand Jonas Gutenberg, qui a bien sûr inventé les caractères mobiles, s'inscrivant comme un événement majeur dans l'époque de la Renaissance. Son travail marquera un tournant dans l'histoire de l'imprimerie et de l'humanité, jusqu'alors réservé aux moines. Le savoir va alors se diffuser largement et la Bible va laisser place à des écrits d'un genre nouveau, la littérature. Donc, via cette découverte qui est l'imprimerie, on parvient à véhiculer les informations. On peut aussi parler de télégraphe comme un moyen de communication qui est apparu avec, surtout avec Claude Chappe, qui a créé bien sûr le télégraphe de Chappe en 1794. Au début, le télégraphe représentait une tour, je dirais, une tour équipée d'un mât avec des bras articulés. Une autre découverte qui représente un tournant dans le domaine de la communication, c'est la découverte des ondes radioélectriques par Hertz en 1887. Alors justement, qu'est-ce que nous entendons par les ondes électromagnétiques? Une onde électromagnétique, c'est une catégorie d'ondes qui peut se déplacer dans un milieu de propagation comme le vide ou l'air. Justement, ces ondes électromagnétiques transportent de l'énergie, mais ils sont aussi capables de transporter de l'information. Ensuite, le tube électronique d'Edison, donc l'apparition des lampes et de la lumière. Et là, les télécommunications passent à l'ère électronique. Donc, on est dans une nouvelle ère. Les lampes d'Edison permettront la naissance de la radiophonie. En 1915, le téléphone apparaît. Donc, on parle de téléphone, je dirais, automatique, surtout avec Alexandre Graham. En 1917, Baudot développe un nouveau système télégraphique. Donc, vous voyez le nouveau télégraphe. Et ce système avait un clavier dont chaque lettre était liée à un code. Ensuite, en 1948, et surtout à l'instar des travaux effectués par Shannon et Weaver, nous avons pu retenir un schéma qui trace les différentes composantes de la communication, allant de la source jusqu'au destinataire. Nous allons expliquer et expliciter cela brièvement. Alors, pour ce qui est de la source de message, par exemple le télégraphe, ou bien un autre appareil. Ensuite, il y a l'émetteur, c'est la personne qui envoie le message. Donc, c'est la question du message. Qui envoie, qui émet le message? On dit émetteur ou bien destinateur. On passe par le biais du canal. Le canal, c'est quel code, hein, quel code on emploie. On parle aussi du bruit, donc la notion, on a vu la notion du bruit et comment on parvient à décoder ce bruit, à le comprendre, parce que il y avait, par exemple, dans le cas de télégraphe, on envoie le message sous forme d'un bruit, sous forme d'un brouillage, et par la suite, on arrive à décoder ce signal.
pour qu'il arrive au récepteur. Et là, enfin, c'est le destinataire ou bien c'est le récepteur, c'est la personne qui reçoit le message. Alors, le modèle de Shannon et Weaver, le modèle de communication, Shannon et Weaver ont élaboré un modèle de communication entre machines. Donc, la communication, elle était plutôt entre machines et elle est axée sur des formules mathématiques pour des enjeux, je dirais surtout des enjeux militaires, des enjeux de guerre. Donc là, la communication, on essaie de leur donner ou bien de lui donner une charge de guerre. Selon Shannon, plus l'information est improbable ou incertaine, le chanteur est mort par exemple, plus elle est grande. Le cas de social media, par exemple, lorsque une formation, je dirais, par exemple ici, on peut parler aussi des rumeurs. En cas de rumeurs, les informations se propagent rapidement. On a un autre module, ou bien, pardon, modèle de communication, c'est le modèle de Lausel. Alors, Lausel fut l'un des premiers à s'intéresser à la communication de masse. Donc là, la communication n'est pas seulement entre deux personnes, mais la communication peut toucher plusieurs personnes, comme le cas ici des social media, le cas de Facebook, de YouTube. Là, le message est destiné à plusieurs personnes et non seulement à une seule personne. Alors, quels sont les points principaux de communication? Premièrement, qui l'étude des organismes émetteurs et de leur motivation. Quoi? C'est le contenu du message, c'est-à-dire qui, ce sont les émetteurs. On a ensuite le canal. Le canal, c'est par quel moyen le message, ça peut être vocal, ça peut être un message écrit, un manuscrit. À qui, c'est-à-dire le public, à qui le message est-il destiné? À quel public? Quel est le public visé? Et aussi, dans le modèle de Lausel, on a ajouté l'effet. Quel est l'effet de cette communication? Quel est l'impact de cette communication sur les interlocuteurs? Et on parle de la persuasion, d'accord? Donc, ce qui est nouveau dans le modèle de Lausel, c'est l'impact, l'impact de la communication. Nous avons aussi le modèle de Paolo Alto, apparu en 1950. Euh, Paolo Alto représente un ensemble de docteurs, de psychologues qui exerçaient bien sûr leur métier et ils font en parallèle des observations. Ils font des observations. Ce qui est nouveau dans ce modèle-là, il donne un impact social à la communication. C'est-à-dire la communication n'est pas conçue d'une manière, je dirais, machinale, mais c'est une activité sociale et permanente. Je dirais aussi la communication n'est pas seulement verbale, elle est comportementale, elle est suprasegmentale. Euh, et là, ce que Paul Alto a ajouté, et ils ont ajouté l'effet feedback. Le feedback, c'est-à-dire la rétroaction. Donc au début, le message s'intéressait particulièrement à l'émetteur, mais maintenant, on donne une valeur à la réaction et à la rétroaction du destinataire. Donc, vous voyez le message, donc le décodage par le destinataire, et là, il y a une réaction.
Un autre modèle de communication, c'est le modèle de Jacobson. Il a vu le jour en 1960, surtout avec l'ouverture sur la linguistique. Donc, il est pareil aux autres modèles, mais ce que nous avons ajouté, c'est le contexte, le cadre général. Donc, le contexte, il est très important dans la communication. Lorsqu'on parle du contexte, on parle par exemple du lieu, la situation aussi sociale, qui parle à qui. Donc tout ça, c'est le contexte. Le contexte, on parle aussi comment l'état psychologique de la personne. Est-ce qu'il est gai? Est-ce qu'il est apaisé, relaxé? Ou bien il est un peu tendu? Les acteurs de communication sont aussi inclus dans ce modèle. Le canal aussi, le sens, le message, et aussi il y a des stratégies de communication. Alors pour ce qui est de Jacobson, il a traité des fonctions de la communication. Alors quelles sont les fonctions de la communication? Donc les fonctions selon Jacobson, la fonction expressive, la fonction conative, fatigue, métalinguistique, référentielle, poétique. Qu'est-ce que vous entendez par ces fonctions? La fonction expressive, c'est-à-dire l'énoncé que porte l'énoncé porté sur l'émetteur. Et bien sûr, l'émetteur exprime son état. Lorsqu'il dit je suis triste, je suis content, je suis fatigué, donc il est en train de s'exprimer. Donc c'est la fonction expressive. Une autre fonction, c'est la fonction incitative. Là, je dirais, l'émetteur, il cherche à provoquer une réaction chez l'interlocuteur. Par exemple, il lui dit tais-toi. L'interlocuteur peut réagir soit par parole, soit d'une manière gestuelle ou bien comportementale. On passe à la fonction fatigue, par laquelle le contact est maintenu. Par exemple, dans les stratégies de communication, vous pouvez parler à quelqu'un, vous lui dites, est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Quel est votre point de vue? Est-ce que vous partagez le même point de vue que moi? Euh, Pourriez-vous me renseigner sur quelque chose? Je vois que vous avez plus d'informations sur tel ou tel sujet. Une autre fonction, c'est la fonction métalinguistique, ou bien ce que j'appelle moi-même une fonction réflexive, c'est-à-dire la réaction sur le langage. Par exemple, lorsque vous dites à quelqu'un, lorsqu'une personne réagit sur une règle, lorsqu'une personne traduit d'une langue vers une autre, il traduit de l'arabe, par exemple, vers le français, il essaie d'instaurer certaines règles et certaines normes. Donc là, il est en train de réfléchir sur le langage. Donc là, on est dans ce qu'on appelle le métalangage ou bien la fonction métalinguistique. Pour ce qui est de une autre fonction, c'est la fonction référentielle. Et là, je dirais que l'énoncé porte sur un référent. Un référent, je dirais, un extérieur. L'énoncé ne porte pas sur l'émetteur, mais sur un référent. Par exemple, je dis il pleut, il neige. À la fin, c'est une autre fonction, la fonction poétique, c'est le rythme, c'est la musicalité, l'ordre des mots, l'ophonie. Donc tout ça, ça englobe les fonctions traitées par Jacobson.